Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je sors de l'ombre car j'ai vu sur les réseaux l'appel de Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres qui déplorait un manque de participation au Challenge Tir Sportif 2024. Et donc me voilà, parce que je pense que c'est important de mettre en avant notre sport et notre passion. À travers ce genre d'initiative bon enfant, l'image des tireurs ne peut s'en trouver que renforcée. Voilà. Alors pour mon CTS 2024, j'ai choisi deux armes de ma collection personnelle. Mon HK-G3, voilà, en configuration A4 plus précisément, et mon HK USP, voilà, en 9 mm. Ce sont deux armes en dotation dans la Bundeswehr, même si en soi l'objectif n'était pas de vous présenter deux armes qui avaient une cohérence entre elles. C'est simplement deux armes que j'aime beaucoup, avec lesquelles je tire régulièrement. Je vais aussi me permettre de vous présenter ces deux armes de manière plus historique, parce que l'histoire c'est aussi une passion que j'avais envie de partager avec vous, et ça me semble toujours intéressant de contextualiser le cadre dans lequel une arme est pensée et conçue. Petite parenthèse sur la législation, je suis belge, je tire en Belgique, je vis en Belgique, et toutes les armes que je vous présente dans cette vidéo ou que vous pouvez voir derrière moi sont détenues et entreposées de manière tout à fait légale sur le territoire belge. Voilà, ça me semble naturel de prévenir. Dans le cadre du G3, on va parler d'une arme anciennement full auto. Euh, Si je bouge dans la vidéo, vous allez peut-être voir une caisse avec un FM Bren dedans. Donc voilà, tout ça peut impressionner, il est vrai. Mais même si ça reste peu commun pour la Belgique, il est encore tout à fait possible de détenir ce type de matériel à des fins sportives ou de collection pour certains chanceux. Donc, c'est parti pour la présentation du HK-G3. Celle-ci débute avec le célèbre STG-44. Bien que révolutionnaire pour son époque, notamment du fait de l'usage d'une cartouche intermédiaire et de l'utilisation de tôle emboutie dans sa fabrication, le ministère de l'Armement et de la Production de guerre du Troisième Reich estima que le STG-44 était encore trop coûteux à produire. Les ingénieurs de chez Mauser développèrent en réponse le Gerät 06, un fusil d'assaut qui incorporait le système d'ouverture à retardement par galet du MG42, mais avec un canon fixe et un emprunt de gaz à piston conventionnel. L'emprunt de gaz ne s'avérant pas fort utile, il sera retiré, conservant uniquement un demi-verrouillage par galet, ce qui donnera le Gerät 06 AR, AR pour Halbverriegelt, ce qui veut dire, vous l'avez tous deviné bien sûr, demi-verrouillage. Pas si mal pour un prototype. Il sera jugé très fiable, capable de tirer 7000 cartouches avant les premières casses, sans arrêt ni refroidissement. Il sera finalement adopté sous la désignation de STG-45M. M pour Mauser, vous l'avez deviné. Je dis adopté, mais on estime à 30 le nombre d'unités fabriquées, donc c'est tout relatif comme adoption. Qu'à cela ne tienne, l'objectif économique est réussi. Un STG-44 coûtait 70 Reichsmark à produire, soit 550 € d'aujourd'hui. Le STG-45M ne coûte plus que 45 Reichsmark, soit 350 €. En avril 1945, les ingénieurs de l'usine d'Obendorf, de Mauser, fouillent dans un train spécialement affrété pour les Alpes, avec un maximum d'informations sur ces prototypes. Ce n'est que le 1er juin 1945 que ces ingénieurs sont retrouvés dans un complexe secret au cœur des Alpes autrichiennes et finalement capturés par un commando des services de renseignement conjoints entre Britanniques et Américains. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu de film ou de jeu vidéo sur cette histoire. Vous imaginez la dinguerie d'un scientifique nazi particulièrement anxiogène, un complexe scientifique secret au cœur des Alpes et un commando ultra badass du SOE et de l'OSS. Il vous faut quoi de plus, les gars, comme scénar, sérieux? Enfin bref, ces ingénieurs travailleront à Mulhouse, en France donc, jusqu'en 1948 dans une équipe de recherche conjointe entre Américains, Britanniques et Français. À part quelques prototypes obscurs en 30 carbine ou en 7,65 French, rien n'en ressortira d'intéressant. Mais en 1949, le gouvernement espagnol de Franco se rapprochera de Werner Heinen, chef de projet des armes automatiques du ministère de l'Armement et de la Production de guerre du Troisième Reich, pour trouver un remplaçant au vieux Mauser M98-43 de l'armée espagnole. Heinen pose ses valises dans l'usine 7 mai et se met à bosser sur une arme dont le cahier des charges est assez complexe. Moins de 3 kg et précise jusqu'à 1000 mètres. Rien que ça. Il appelle des amis pour l'aider, des experts balistiques de la Luftwaffe,
et développèrent ensemble la cartouche de 792 par 41 7 mai, avec une ogive de 100 grains et se déplaçant à 819 mètres par seconde. Alors, je fais l'impasse sur les problèmes de production, mais en gros, les Espagnols avaient de gros retards sur les techniques d'usinage et rien pour faire de la tôle emboutie. Au niveau de la production, il a un peu fallu partir de zéro. Finalement, le modèle A fut adopté en 1954 et avait la particularité de tirer culasse fermée en semi et culasse ouverte en automatique. On sent là bien la patte des experts de la Luftwaffe, non ? La Bundeswehr s'est finalement très vite intéressée à ce fusil. En effet, en 1954, la jeune République fédérale allemande commanda 40 fusils pour les tester auprès de ses gardes-frontières. Mais il leur fallait absolument un fusil en 7,62 par 51 autant. Sentant le contrat du siècle arriver, 7 mai entreprend de modifier son modèle A pour la cartouche de 7,62 autant. Mais la version présentée nécessitait une ogive bien plus légère pour fonctionner correctement que l'ogive de 147 grains de la SS-77 NATO. En 1956, la Bundeswehr lance l'appel d'offres pour un nouveau fusil d'assaut. 4 concurrents sont retenus, le FN-FAL, le SIG 510, l'AR-10 et le 7 mai Modelo, produit par HK, en collaboration avec 7 mai. A l'époque, HK n'était qu'une petite société d'armement qui s'était installée dans les ruines de l'usine d'armement Mauser à Oberndorf. Vous vous souvenez ? La même où fut développé le STG-45M. HK améliora le Modelo par 17 points. On peut en citer quelques-uns, comme par exemple une visée à dioptrie rotative, un déflecteur de douille, le renfort du guide du ressort récupérateur, l'amélioration du système anti-recul et l'amélioration de la sûreté. Après de rudes négociations, HK obtient un brevet pour la production de sa version améliorée et le 30 janvier 1959, 150 000 fusils seront livrés à la Bundeswehr. Par la suite, il y aura une lunette développée pour le fusil par Hensoldt, une crosse télescopique pour les troupes aéroportées et les unités blindées. Les dérivés du G3 donneront le T-223 pour les Navy Seals au Vietnam, par la suite le HK-33, toujours en 5,56 par 45, et aussi le célèbre MP5, pistolet mitrailleur infiniment connu. Le G3 sera adopté dans plus de 80 pays à travers le monde, parfois en complément du FAL. C'est le cas de celui que je vous présente aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un G3 Enfield. Pendant tout ce temps, vous avez cru que je collectionnais le matos allemand, alors qu'en fait, je collectionne le matos britannique depuis le début, comme le prouve ce magnifique buste de Winston Churchill. En effet, les Britanniques, via leur manufacture d'armes d'Enfield, ont produit des G3 sous licence HK pour équiper de nombreuses troupes et milices du Commonwealth, mais aussi une partie de la police nord-irlandaise durant la période des troubles, comme ils la qualifient si pudiquement, ainsi que pour les forces spéciales britanniques, les SAS. À la base, les British cherchaient une arme moins chère pour équiper des troupes considérées de moins bonne qualité et ou de moindre importance. Le coût de production unitaire d'un FAL était à l'époque l'équivalent de 500 € aujourd'hui. Le G3, lui, était de 300 €. Le choix était vite vu. HK produirait les canons et l'ensemble de culasses, pièces mobiles. Enfield, lui, s'occuperait du reste et de l'assemblage final, ce qui garantissait un canon chromé Deutsche Qualität et un traitement des galets de verrouillage ainsi que de la plaque de maintien de ceux-ci optimal, ce qui ne fut pas toujours le cas pour les productions iraniennes, pakistanaises ou soudanaises par exemple. Vous allez me dire alors, mais pourquoi les SAS fleurons de la British Army utilisent une arme moins chère que le reste de l'armée ? Eh bien parce que les SAS ont fait leurs propres tests. Et ils ont démontré que le G3 s'en sortait mieux que le FAL dans un environnement extrême de poussière, de sable, ainsi qu'en climat arctique. La diffusion colossale du G3 dans certaines régions d'Afrique, et donc la présence de pièces de maintenance sur place, le prédisposait aussi pour certaines missions. Son mécanisme le rendait plus simple à raccourcir. Ainsi, quand le MP5 des SAS pâtissait d'un manque de puissance d'arrêt de sa cartouche de 9 mm, ceux-ci pouvaient opter pour une version faite sur mesure pour eux, le MC51 avec un canon de 8,3 pouces, qui existe même avec un canon de 4,5 pouces, fusion étrange entre un pistolet mitrailleur et un lance-flamme. Après un peu d'histoire, place au cœur du sujet, je vous présente mon HK G3, fabrication Enfield de 1994. Aucune idée de s'il a servi et où il aurait servi. Maintenant, il est vraiment en très bon état. Le canon, lui, est miroir, il est chromé. Et vraiment, il n'a pas de marque d'usure. Il est ici dans sa configuration habituelle que j'utilise au tir. Donc avec sa crosse télescopique, sa lunette Hensoldt ZF4,
avec un grossissement de 4 fois. On peut voir sur la lunette la diode pour le tir de nuit qui illumine le réticule quand la pile n'est pas morte. La lunette, elle, est vraiment d'une qualité excellente. C'est Hensoldt, donc c'est la branche militaire de Zeiss. Donc à ce niveau-là, au niveau de la qualité de lentille, il n'y a rien à dire, c'est vraiment impressionnant. Ça sangle 3 points, caractéristique de chez HK. Son bipied, voilà, qui est intégré ici. Voilà. Pour le challenge tir sportif, vous allez voir que j'ai évidemment retiré la lunette, puisque les règles incluaient de ne tirer qu'avec la mire. Et j'ai aussi retiré le bipied, voilà, parce que comme le tir se fait coucher sans appui, ça ne sert à rien de porter les 300 grammes de bipied en plus. La crosse télescopique, elle, est toujours montée et en soi fait sens quand on tire couché sans appui parce que l'arme est plus lourde de 150 grammes avec la crosse télescopique et donc le poids est dirigé plus vers l'arrière. Donc en soi, c'est plutôt un bon deal. Voilà. Alors le challenge, je l'ai tiré avec des cartouches de surplus singapouriennes de 147 grains à 100 mètres. Voilà, j'ai tout essayé comme type de munitions, vraiment, que ce soit de la GGG 147 grains, de la Hornady Match 168 grains. Quand vous voyez l'état de sortie des douilles, le meilleur, c'est le moins cher. Voilà, c'est une arme qui n'a pas vocation à être extrêmement précise. Elles étaient sélectionnées en sortie d'usine pour avoir une précision inférieure à 3 MOA. Donc c'est pas mal, c'est pas non plus du PGM. Voilà. À ce niveau-là, on essaye de faire ce qu'on peut. Et c'est surtout voilà, les capacités du tireur qui peuvent vraiment améliorer la précision. Mais globalement, la précision est toujours la même, que ce soit de la match ou pas de la match. Tout de suite, la vidéo de mon challenge tir sportif 2024 avec le G3. C'est parti. 10 tirs à 100 mètres avec le G3 pour le septembre 2024. C'est parti. On passe maintenant à l'arme de poing qui complétera ce challenge, mon HK USP. Le développement de ce pistolet arrive dans un contexte difficile pour Henkler & Koch. En effet, dans les années 80, malgré des best-sellers comme le G3 ou le MP5, la société HK ne se porte pas bien. D'abord dû à des quantités de fric investies dans des projets obscurs comme celui du G11, mais peut-être aussi la faute à la vente trop généreuse de licences de production, et surtout à cause de plusieurs échecs commerciaux. Comme échecs commerciaux, on peut d'abord citer le VP70, premier pistolet à cadre en polymère, 10 ans avant le Glock, hyper novateur pour son époque,
mais qui malheureusement ne rencontrera pas son public, sans doute dû à une précision médiocre et à un départ de coup proche des 8 kilos. Soit dit en passant, cet échec en fait une belle arme à collectionner, puisqu'on parle de 3231 armes vendues dans sa version militaire, avec rafale de 3 coups et crosse détachable, et 23 000 pistolets en version civile. Ensuite, en 1984, HK présente le concours de remplacement des 1911 de l'armée américaine, avec le P7 M13. Vous connaissez sûrement la suite, ce sera Beretta et son modèle 92 qui remporteront le contrat. Pas grand chose à dire sur ce pistolet, si ce n'est qu'il est moche, mais mécaniquement intéressant. Il rencontrera un petit succès en Allemagne et dans une dizaine de services de police à travers le monde. Pas plus. L'élément déclencheur de la conception de l'USP, c'est ceci. En 1986, une fusillade éclate entre deux ex-marines passés du côté obscur de la force et des agents du FBI à Miami. Le bilan, malgré la mort des 2 criminels, le FBI compte 2 morts et 3 blessés graves. Les 2 gangsters avaient un sacré arsenal. Le premier, William Matix, tirera 6 fois avec son fusil à pompe en calibre 12 et tuera un agent fédéral. Il mourra après avoir reçu 6 tirs, dont 5 de 357 Magnum. Le deuxième, lui, Michael Platt, tirera 42 fois avec une Mini 14, 3 fois avec un premier revolver et 3 autres fois avec un second, causant le plus de dégâts parmi les agents fédéraux. Ces tirs soutenus, il les effectua avec 12 balles de 9 mm dans le corps, y compris en pleine poitrine. L'autopsie n'a révélé aucune drogue dans l'organisme. Platt est mort exsangue après avoir perdu 1,3 litre de sang. Après la fusillade, il y a un gros scandale au sein du FBI. Les agents présents sur place accusent leur Smith & Wesson 459 en 9 mm de ne pas avoir suffisamment de puissance d'arrêt. Smith & Wesson répondra d'abord à ce problème en développant le 10-76 en 10 mm auto, mais jugé trop encombrant, ils abandonneront le projet et décideront de développer une toute nouvelle cartouche à partir du 10 mm auto raccourci, le 40 Smith & Wesson. Et c'est là qu'intervient notre HK-USP. Le HK-USP est le premier pistolet développé pour la cartouche de 40 Smith & Wesson. En fait, avec la création de celle-ci, les différents armuriers vont systématiquement partir d'un modèle existant, la plupart du temps en 9 mm, et l'adapter à la nouvelle cartouche de 40. Ce procédé présente un gros désavantage. En faisant comme ça, vous augmentez le risque de casse. Vous diminuez la fiabilité, parce que la cartouche de 40 est quand même nettement plus puissante que le 9 mm. Ici, ce n'est pas le cas. L'USP est conçu pour être fiable et durable avec la cartouche de 40. La conception commence en 1989. En 1991, l'USS SOCOM recherche un pistolet tactique silencieux. Le MK23 en 45 ACP y est présenté sur base des travaux entamés pour l'USP. Puis en 1993, l'USP 40 est officiellement présenté. Finalement, il trouvera plus de succès dans sa version en 9 mm au sein des forces armées, notamment la Bundeswehr, mais aussi au sein de nombreuses polices et surtout du marché civil américain, du fait de son ergonomie et de son incroyable durabilité. Le système anti-recul étant garanti 40 000 cartouches. J'apprécie tout particulièrement ce pistolet, d'abord pour son ergonomie. Il n'y a pas de poignée moulée comme sur les pistolets modernes, on place ses doigts où on veut. Le grip par contre lui est très présent, très marqué. Le pontet est particulièrement large, il a été étudié pour pouvoir tirer avec des gants. Donc voilà, quand vous faites des grosses sessions de tir en hiver, c'est toujours agréable de ne pas être gêné par les gants que vous portez, si vous en portez. Le bouton d'éjection de chargeur, lui, par contre, est... Enfin, moi j'aime bien, c'est génial. Direct, on peut l'utiliser avec le majeur, avec l'index. Ça tombe naturellement sous le doigt. Pareil pour les commandes. Que ce soit la sûreté, voilà, le bouton de rappel de culasse qui vraiment tombe naturellement sous le pouce, alors que pourtant j'ai pas des grandes mains pour un homme. Voilà, pour moi ça me tombe naturellement sous le pouce. C'est un peu le reproche que je pourrais faire au pistolet Glock par exemple. Il faut toujours utiliser la main gauche pour aller chercher le bouton de rappel de culasse. Voilà, ici c'est pas le cas, tout est accessible avec juste la main droite. Donc ça c'est vraiment agréable. Pour ce qui est du chien, on est ici sur un chien externe, hein, pas un striker comme sur un Glock ou d'autres pistolets. Et vraiment la détente est... En simple action, la détente est plutôt agréable. Elle est longue mais légère, avec une bossette, un point dur qui est
net. En double action, c'est pas le cas. Au premier abord, la détente est beaucoup plus désagréable. Ça demande vraiment un drill, ça demande de s'habituer. Maintenant, en stand de tir, personne ne fait l'usage du double action en soi. Donc voilà, c'est pas vraiment un problème. Le canon est polygonal. Voilà, c'est une particularité de chez HK. euh, avec une longueur de 108 mm, un peu inférieure à 4 pouces, mais voilà, presque rien. Pour ce challenge tir sportif à arme de poing, j'ai tiré de la Cellier Bello en 124 grains, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment. Et tout de suite, la vidéo. USP 9 mm, 2x5 cartouches à 25 mètres pour le CTS 2024. C'est parti. Voilà, ma vidéo tir sportif 2024 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai fait sans grande prétention. C'est un exercice qui est plutôt nouveau pour moi. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. D'avance, désolé pour le montage, pour le son. À l'heure où je tourne, je ne sais pas ce que ça donnera dans le rendu final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, éventuellement en commentaire ou à liker. Ça pourrait me motiver à en refaire d'autres. Il me semble que j'ai encore des pièces intéressantes dans les cartons qui pourraient faire de bons sujets de vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé et à ciao, bonsoir. Vous voulez savoir c'est quoi le pire défaut du G3 ? Voilà, c'est ça.